Merci madame la députée. La parole est à monsieur Gérard Charras pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci madame la présidente. Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'investissement de la France pour l'enseignement supérieur et la recherche marque une ambition forte. Avec près de 26 milliards d'euros, c'est le troisième budget de l'État après ceux de l'enseignement scolaire et celui de la défense. C'est donc un marqueur fort, un levier essentiel pour le redressement de notre pays qui traverse une période économique difficile et connaît une montée du chômage qui a du mal à voir sa fameuse courbe s'inverser. Depuis le début de ce quinquennat, l'emploi constitue une préoccupation majeure du gouvernement. Or, l'obtention d'un diplôme reste la meilleure arme contre le chômage. Une récente étude menée conjointement par la DARES et France Stratégie a démontré que les métiers très qualifiés compteront parmi les plus gros créateurs d'emplois d'ici 2022. Assurer un accès à l'enseignement supérieur et à la recherche constitue donc un enjeu national essentiel. Par la loi du 1er juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le gouvernement a dévoilé en septembre dernier sa stratégie nationale de l'enseignement supérieur pour dessiner avec précision les choix de notre pays pour ses universités et sa recherche. Une direction est donnée, faire de notre pays une société apprenante, selon l'expression de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. L'objectif est de porter à 60% le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge. À cette fin, plusieurs pistes sont engagées ou vont l'être. Donner aux bacheliers professionnels un accès prioritaire au STS, permettre aux bacheliers technologiques d'accéder en priorité aux IUT, développer les stages en entreprise, développer l'orientation de la formation des étudiants sur les débouchés, assurer à chaque formation, assurer la continuité entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, avec notamment la généralisation du conseil anticipé dès la classe de première, mettre en place un parcours d'excellence pour les collégiens des réseaux d'éducation prioritaire, à l'instar des expérimentations concluantes qui ont été menées dans des IEP, permettre aux 10% des meilleurs bacheliers au sein de chaque filière d'accéder à une formation sélective publique. Initiée en 2014, cette mesure a déjà bénéficié à 2000 jeunes et permet de lutter contre le phénomène de l'autocensure sociale. De plus, la loi de juillet 2013 a eu le mérite de clarifier la nomenclature et les intitulés des diplômes. Cette simplification permet déjà une meilleure lisibilité des filières de l'enseignement supérieur, un élément des plus positifs vis-à-vis des employeurs potentiels qui jusque-là étaient un peu perdus dans la jungle des diplômes présentés par les candidats à l'embauche. Les chiffres sont ici édifiants. Nous sommes en effet passés de 322 mentions de licence à 45, de quelques 1800 intitulés de licence professionnelle à 173 et de près de 5000 spécialités de master à 255 intitulés de mention. Enfin, autre point positif, nos universités et notre recherche connaissent une forte attractivité internationale. Ça a été déjà dit, mais il faut le répéter. La France est classée, selon l'UNESCO, en 3e position pour l'accueil des étudiants étrangers et en 2e position pour la participation des étudiants étrangers au programme Erasmus. Il s'agit là d'une chance pour notre pays qu'il faut dynamiser davantage. Favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs tend à accroître les échanges de biens et de services dans de fortes proportions avec notre pays. Il y a donc là un intérêt économique certain, de même qu'un intérêt culturel. Le groupe RRDP se félicite que cette ouverture à l'international ait été renforcée depuis 2012. Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur développent le e-learning, c'est-à-dire l'enseignement par Internet. La loi de juillet 2013 favorise en effet, pour la première fois explicitement, la dimension numérique dans la formation supérieure. De fait, les formations en ligne ouvertes à tous attirent quelques 18% d'inscrits hors de France. Les cursus, les cours en langue étrangère sont aussi un élément qui participe à l'activité et à l'attractivité de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche à l'international. Enfin, adoptée le 26 janvier dernier, la loi relative aux droits des étrangers en France permettra de faciliter le séjour des chercheurs doctorants étrangers dans notre pays, notamment par le biais d'une carte de séjour
pluriannuel. Cependant, la situation de nos universités et de notre recherche reste préoccupante sur plusieurs points. Je tiens ici à citer le rapport de notre collègue Anne-Christine Lang sur la situation critique du patrimoine immobilier des universités, ça n'est pas nouveau, donc rapport remis en octobre dernier à la Commission des affaires culturelles. Ce rapport décrit en effet un état des lieux très sombre du patrimoine immobilier de nos établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, 40% des locaux se trouvent dans un état de dégradation qualifié par le rapport d'inquiétant et même franchement préoccupant pour 12% d'entre eux. Il s'agit donc de trouver des solutions pour accueillir convenablement les étudiants dont le flux des nouveaux inscrits chaque année est passé de 25 000 au début des années 2000 à quelques 65 000 depuis 2014, et c'est une bonne chose. Par ailleurs, l'offre de logements étudiants ainsi que les tarifs de transport public révèlent de grandes disparités territoriales. Nombre d'étudiants n'ont ainsi souvent pas d'autre choix que de se tourner vers le parc locatif privé pour se loger, ce qui ajoute encore, bien sûr, au coût de leurs études. Enfin, l'accès aux soins est également problématique, les étudiants étant de plus en plus nombreux à renoncer à souscrire à une complémentaire santé. On sait pourquoi. Le régime des mutualités étudiantes devra donc être clarifié. L'accompagnement social et la qualité des services offerts aux étudiants sont deux conditions essentielles à la pérennité de l'attractivité de nos établissements de recherche et d'enseignement supérieur. L'action du gouvernement doit en particulier s'accélérer pour combler l'insuffisance du parc de logements sociaux étudiants. Certes, la construction de 40 000 nouveaux logements étudiants de 2013 à 2017 a été engagée, et c'est une bonne chose, avec près de 21 000 places créées au 31 décembre 2015. Ce mouvement doit s'amplifier, car 16% des étudiants rencontrent des difficultés à trouver un logement dans le parc locatif privé, faute de garants. Il y va de l'égalité sociale dans l'accès aux études supérieures que le gouvernement appelle de ses voeux, car l'inégalité sociale est bien réelle. Le rapport Strasnès de septembre dernier souligne en effet une forte différence entre le taux d'enfants de cadres diplômés de l'enseignement supérieur, 65%, et celui d'enfants d'ouvriers ou employés, 28%. Un écart de 37 points, ce qui est évidemment beaucoup trop. L'objectif de permettre à tous d'accéder aux formations dans l'enseignement supérieur, c'est dans un effort accru de l'État qu'il doit être trouvé et qu'il faut consentir en direction des bourses étudiantes, on l'a déjà dit. Les radicaux de gauche se félicitent néanmoins de ce que, depuis 2013, l'attribution des bourses soit davantage ciblée pour optimiser son efficacité. Ainsi est-elle dirigée en priorité à 3 catégories d'étudiants. Ceux issus des familles les plus modestes, ceux contraints de travailler à côté de leurs études, et il y en a beaucoup, et ceux en situation d'autonomie relative. De fait, ce ciblage a contribué à augmenter sensiblement le nombre d'étudiants boursiers qui a été porté de 35% à 35% au taux actuel. Concernant l'accès aux études supérieures, je veux aussi revenir sur la décision du Conseil d'État du 10 février dernier. En effet, la plus haute administration administrative dispose que la sélection à l'université, phénomène répandu et admis dans la pratique depuis une quinzaine d'années pour les étudiants en première et deuxième année de master, restera illégale tant qu'une disposition réglementaire ne la rendra légale. Ce même 10 février, vous avez annoncé que le gouvernement prendra dans les prochains jours un décret permettant de sécuriser le fonctionnement actuel du cycle de master pour mise en œuvre dès la prochaine rentrée universitaire. Les précisions quant au contenu de ce décret à venir feront l'objet d'une question que je vous poserai tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'État. Enfin, nos universités et nos établissements de recherche connaissent des difficultés économiques réelles. Pourtant, ceux-ci, en tant que dispensateurs de formation professionnelle continue destinée aux adultes, pourraient s'insérer davantage dans les dispositifs de formation de grande ampleur annoncés récemment par le Président de la République. En effet, les établissements d'enseignement supérieur ne représentent que 3% du marché de la formation continue en France. Donc, ce
potentiel de développement de ce type de formation est indéniablement très important et votre objectif de monter à 1,5 milliard d'euros d'ici la fin 2020 est important, va dans la bonne direction. La mise en place d'un déploiement de formation à destination des adultes dans ces proportions nous incite finalement à un certain optimisme. Quand la politique de l'emploi est celle de mener en direction des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont des intérêts communs, eh bien notre optimisme ne peut être que renforcé. L'enseignement supérieur et la recherche représentent donc un chantier porteur, un investissement pour l'avenir pour lequel le gouvernement s'engage résolument. Il en va de l'attractivité de notre pays sur la scène internationale, de notre capacité à agir pour l'égalité des chances, de notre politique en faveur de l'emploi, en particulier de l'emploi pérenne. Ce chantier, notre groupe RRDP le soutient, car il s'agit aussi de bâtir, en ces temps troublés, une société plus forte économiquement et plus armée intellectuellement pour lutter contre la crise économique, sociale et citoyenne que nous traversons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole